We do have a small agenda, a small but very exciting agenda. We will basically start with the introductory comments from myself, and we'll ask Eduardo, our very good facilitator, to come in and just share a word or two. And then we will go to the presentations. Just to start this meeting, I just wish to welcome you all to this first webinar for the African Qualifications Verification Network. For those of you that may not be aware, we did circulate the information, but just a recap of who AQVN is, the African Qualifications Verification Network. We were formed in 2016 in response to the challenges that we continue to face in respect to verification of foreign qualifications. So foreign in the context of a qualification which is not from your own country. So facilitated by South Africa Qualifications Authority, the formation of the AQVN was the outcome of a declaration by key stakeholders in qualifications management in Africa. And that declaration was titled "To Build Trust and Promote Genuine Qualifications in Africa Through Effective Verification." The main function of AQVN is to develop trustworthy and legitimate institutional linkages and networks across the African continent to verify qualifications and access learner records seamlessly. AQVN has a long-standing cooperation with the Southern Africa Development Community and many other qualifications and quality institutions on the continent. And this is a testimony of those institutions. They are here, they are being represented, too numerous to mention. Ils sont des institutions représentées ici. Et nous avons décidé au niveau du conseil de l'AQVN de travailler sur plusieurs webinaires. Depuis 2020, on ne s'est pas rencontrés physiquement. La dernière réunion, c'est en 2019 à Johannesburg. Et de là, on a pu se rencontrer au Kenya. Comme vous le savez, il y a eu la COVID. Et nous n'avons pas été capables de nous rencontrer physiquement à cause des contraintes de voyage. Nous avons continué à être affectés à plusieurs niveaux. Certains d'entre nous ont dû fermer les bureaux, d'autres ont travaillé à distance. Cependant, on a pensé que la reconnaissance des qualifications pendant la crise de la COVID-19 et au-delà, on voulait apprendre et partager des expériences sur le continent africain et de l'Europe. L'un de nos intervenants vient de l'Europe. Nous pensons que le partage d'expériences et apporter des solutions innovantes sont des moyens de pouvoir obtenir plus d'informations et s'encourager entre nous en coopération avec le cadre de certification africain, la CQF. Nous avons été capables, et avec bien sûr le cadre européen de certification, le soutien de la SADC, on a pu organiser dans le cadre de notre constitution, la QVN, nous allons organiser des séries de webinaires pour les membres de la QVN pour se focaliser sur des défis, les solutions, les bonnes pratiques depuis la première année de la pandémie. Ces expériences vont contribuer à la transparence, la compatibilité des certificats et une meilleure reconnaissance et mobilité des apprenants.
une série de 5 webinaires planifiés cette année. Nous allons commencer de juillet ce mois jusqu'à novembre. Et nous avons partagé les dates des 2 premiers séminaires, dont celui d'aujourd'hui. On va parler donc des effets de la pandémie sur le continent qui affectent la mobilité des populations de manière assez importante et aussi le fonctionnement des écoles, des établissements scolaires, par exemple en Zambie où j'ai évolué. Je ne sais pas si c'est la même chose ailleurs. La pandémie continue à avoir un impact sur les entités qui sont chargées de la reconnaissance ou de la vérification des certificats. Nous avons donc des expériences partagées du Ghana, de l'Afrique du Sud et de la Commission européenne. Nous allons donc l'utiliser comme plateforme pour s'encourager et voir ce qui peut être fait par la suite. Mais avant de passer à cela, je veux reconnaître le soutien que nous avons reçu de l'ETF et de la SADC. Je vais demander à Eduarda de dire quelques mots et j'aimerais aussi reconnaître la présence de tous ceux qui ont pu nous rejoindre et participer à cette réunion. Alors, je vous dis merci d'être à ce premier webinaire et nous espérons vous voir dans les prochains séminaires. Eduarda, à vous la parole. Good morning, everybody. Bonjour à tous. Bon dia. Greetings to all of you and thanks very much for J'aimerais donc vous remercier d'être là avec nous à ce webinaire, particulièrement au niveau de merci à la QVN d'avoir pris l'initiative de pouvoir développer ce type de partenariat. Donc, merci à tous. C'est comme ça, nous travaillons. En tant qu'être humain, nous sommes opérationnels et pratiques. J'aimerais dire que le concept de réseautage n'a jamais été aussi pertinent et nécessaire qu'aujourd'hui. Nous avons besoin les uns des autres. Nous faisons face à de gros défis. C'est des temps de changement, de transformation dans le monde où vous avez besoin de partager des solutions et des expériences pour avancer et pour mieux construire et pour mieux reprendre de la pandémie. Pour terminer, j'aimerais dire que nous espérons que le partage des expériences, on doit se rappeler que dans tous les sous-secteurs et forums, dans les perspectives d'apprentissage à vie, sont une perspective globale, ce qui est très fondamental par rapport au cadre de certification. Donc, merci et je vous souhaite à tous d'avoir de très bonnes délibérations. Merci, Eduarda, et merci pour ces mots encourageants. Sans perdre plus de temps, nous allons présenter donc notre premier intervenant, Monsieur Maxwell Kissy, de la commission ghanéenne de l'éducation tertiaire. Pour ceux qui le connaissent, il représentait le Conseil national d'accréditation au Ghana. Aujourd'hui, le conseil s'appelle Ghana Tertiary Education Commission. Et je suis sûr que dans sa présentation, il va partager avec nous comment les choses ont évolué. Alors, Maxwell, vous êtes la bienvenue et vous êtes membre du conseil de la QVN. Donc, on n'est pas juste dans un seul coin, nous sommes ensemble. Et Maxwell vient du Ghana. À vous la parole, Maxwell. Merci. Permettez-moi de partager mon écran.
Yeah, hello. C'est bon, vous m'écoutez? Yes, we can hear you. Oui, on vous We écoute, can allez-y. hear you. Yeah. Good On vous morning, écoute. good afternoon, and evening. Bonjour, bon après-midi. Depending on where you're located. Tout Welcome dépend de to votre position géographique. AQVN's Vous êtes la bienvenue à webcast. ce premier webinaire de la QVN Thank you very sur much. la série de webinaires. Merci. In Ghana, we say Au Akwaba, Ghana, nous disons Akwaba, so you're ce all qui veut welcome. dire vous êtes la bienvenue. Welcome to this, Alors, nous vous souhaitons la bienvenue à cette série de webinaires. Yeah, so my presentation. Alors, ma présentation est très simple. Je vais parler donc du changement de la NAB vers la GTEC et aussi donc les processus de reconnaissance des institutions éducationnelles tertiaires étrangères et les outils que nous avons mis sur pied sur fond de Covid, les effets de la Covid sur la vérification des certificats. Ensuite, on va essayer d'aborder les quelques défis auxquels nous faisons face avant de passer aux perspectives d'avenir. Alors, pour commencer, je vais demander à Myriam, comme elle a dit, la NAB a changé, qui est maintenant en fusion avec la NCTE. La NAB est maintenant était un organe d'accréditation et d'évaluation des certificats, des diplômes, des différentes qualifications. Maintenant, le Conseil national de l'éducation tertiaire jouait un rôle de conseil et qui établissait les normes pour l'éducation tertiaire. Le gouvernement a pensé qu'il était bon de faire la fusion entre les deux conseils parce que il y avait des manquements qui surgissaient ici et là. Vous aviez certains rôles qui étaient chevauchants et qui affectaient donc l'efficacité des opérations. Alors les gouvernements ont décidé de joindre les deux et les effets sont positifs. Il y a plus d'harmonie, il y a plus d'efficacité. Beaucoup de choses sont intégrées et les mandats sont très bien délimités. Dans la nouvelle loi, le mandat de reconnaissance, de vérification et de l'élaboration et de la gestion du cadre national de certification et aussi les bases de données nationales qui sont mises en place par la Commission. Les choses sont très bien présentées et déterminées dans la nouvelle loi. Alors, nous pouvons espérer que les choses vont aller en s'améliorant. Il y a aussi un consultant sur le terrain qui nous aide à mettre sur pied les structures, mais nous sommes déjà sur le point de voir donc les signes que c'est positif pour nous. Le processus de reconnaissance, il y a une définition qui oriente donc tout le processus. Nous avons défini la reconnaissance comme étant une reconnaissance officielle par une autorité compétente d'une institution étrangère ou d'un organe de conférence un organe d'attribution des diplômes.
Donc, nous avons affaire aux institutions et aux diplômes donc qu'ils défèrent et qu'ils attribuent. Ce qui est requis, c'est que l'institution ou l'organisme d'attribution des diplômes doit être reconnu par un organe compétent d'abord dans leur pays d'origine, sans compromis. Maintenant, pour les organes professionnels, la Commission reconnaît les organes reconnus ou approuvés ou agréés par des organes compétents. which gives it the legal backing Toutes nos excuses, l'interprète écoute plusieurs to the personnes à la fois. relevant country. We also deal with a number of awarding bodies, mainly Et nous traitons aussi avec plusieurs organismes d'attribution des diplômes. principle applies. Le même principe s'applique pour les organismes d'attribution de diplômes. Ils doivent être reconnus dans leur propre pays avant d'être reconnus au Ghana. Ici, nous avons présenté plusieurs Regulators in the space in UK. In UK, régulateurs. vocational qualifications are regulated by. Par exemple, au Royaume-Uni, vous avez We have some other bodies. Ofqual et vous avez aussi d'autres au sein. Vous avez l'Angleterre, vous avez l'Écosse et le pays de Galles. Vous avez le Conseil de l'évaluation des examens, la CCEA, et vous avez la SQA en Écosse. Il y a plusieurs organismes d'attribution des diplômes. De notre expérience, nous avons constaté que dans certains cas, nos décisions sont déterminées par certains organismes d'attribution des diplômes sont reconnus, par exemple, par Ofqual au Royaume-Uni, et ils veulent être reconnus au Ghana. Mais sur le temps, ces organismes ne sont plus reconnus au Royaume-Uni. Alors, dans une situation pareille, nous allons toujours indiquer que lorsqu'on reconnaît ces organismes, lorsque nous vous reconnaissons au Ghana, c'est sur la base de la reconnaissance que vous avez dans votre pays d'origine. Mais une fois que l'on constate que votre reconnaissance n'est plus valide au pays d'origine, par exemple dans ce cas le Royaume-Uni, nous ne pouvons plus maintenir la reconnaissance au niveau du Ghana. Il y a aussi la situation dans laquelle un organisme d'attribution de diplômes spécifiques est reconnu dans le Royaume-Uni, mais leurs certificats, les diplômes qu'ils offrent ou pour lesquels ils ont une reconnaissance au Ghana, donc la reconnaissance a changé de statut et peut-être n'apparaissent pas au niveau du cadre de certification nationale. Donc, dans une situation pareille, nous allons insister que toute certification au Ghana devrait être réglementée. Nous n'acceptons pas de certification ou de diplôme qui n'est pas réglementé. Donc, ces organismes qui attribuent des diplômes devraient être réglementés, en l'absence de quoi la reconnaissance ne sera pas valide au Ghana. Maintenant, les institutions étrangères et les programmes sont difficiles à cause des différents
système. Une fois de plus, comme on l'a fait pour les organismes d'attribution de diplômes au Royaume-Uni, il y a plusieurs scénarios et plusieurs cas. Alors, nous avons géré des pays avec des systèmes de gestion de qualité et nous avons aussi traité avec vous avez aussi le ministère de l'Éducation avec lesquels nous avons travaillé, qui, dans certains cas, enregistrent des institutions où leur octroi des licences sans pour autant les accréditer ou son processus d'accréditation. Donc, on n'est pas trop sûr donc, du processus de l'assurance de qualité de ces institutions et dans quelle mesure ils ont obtenu les licences. Vous avez aussi des institutions qui sont dans des pays où vous avez des organes d'accréditation compétents, mais ils disent que leur reconnaissance vient d'un autre organe d'accréditation dans un autre pays. Donc, c'est là des différents scénarios. Nous avons aussi certaines institutions dans certains pays. Certaines institutions ont dit qu'ils ont plusieurs campus. Having accreditation from the relevant competent body in the home country. I must say that to do with the apart Je dois dire que en dehors des organismes de distribution de diplômes, toute institution qui reconnaît une institution étrangère qui doit être reconnue au Ghana doit avoir l'accréditation de l'organe d'accréditation autorisé. Si cette institution n'est pas reconnue ou ne respecte aucun de ces critères ou l'un de ces critères, la reconnaissance ne sera pas agréée. Juste une seconde. Alors, si une institution est située dans un pays où l'accréditation n'est pas obligatoire, vous avez le cas des États-Unis, nous allons insister que pour être reconnue au Ghana, cette institution doit être reconnue dans l'un de ces 6 organismes d'accréditation régionaux. Alors, la vérification, c'est un autre processus que nous faisons au quotidien. La source de confirmation ultime d'authentification d'un diplôme, ça doit être l'organisme d'attribution. Donc, souvent, on peut vérifier l'authentification au travers de parties tierces. Par exemple, au Royaume-Uni, pour un diplôme américain. En général, ce qu'on fait, c'est on envoie un email, un courriel à l'organisme d'attribution des diplômes. Et quelquefois, on envoie aussi des courriers par voie postale. Et dans certains cas, on a dû contacter les ambassades pour nous aider, surtout si la vérification devient trop difficile ou établir le contact avec les organismes d'attribution de diplômes devient trop difficile. Souvent, on a du succès lorsqu'on passe par les ambassades.
Ici, vous avez une image de service que nous offrons par rapport aux services d'évaluation. Alors, nous abordons le processus de reconnaissance et de vérification. Lorsqu'il y a une demande, une application, nous faisons des vérifications. Donc, du visage et peut-être des informations qui sont sur le diplôme, on vérifie donc le statut d'accréditation de l'école, d'abord dans le pays d'origine. Et si c'est bon, on passe à la prochaine étape où on vérifie maintenant le diplôme lui-même. Et une fois de plus, si c'est bon, on passe à la prochaine étape où on établit l'équivalence de la certification et ensuite on fait le rapport. Voilà un peu le processus de manière brève, où vous avez le rôle de la reconnaissance et de la vérification et l'évaluation des qualifications. Voilà donc un aperçu de certaines expériences que nous avons eues, surtout avec la COVID. Le Ghana a eu son premier cas COVID le 12 mars 2020. Il y avait beaucoup de peur, beaucoup d'incertitude, il y avait beaucoup de panique. Mais lorsque les choses se sont un peu calmées, il y a eu des mesures qui ont été prises. On a imposé une période de confinement. Toutes les institutions ont été fermées, y compris les institutions tertiaires. Un point clé aussi, c'était les activités d'enseignement qui sont passées en ligne. Il y a eu une circulaire qui a été partagée pour demander aux institutions d'obtenir, de se doter des moyens d'enseignement en ligne et de partager avec la commission le type de plateforme en ligne qu'il faudrait utiliser. Alors, c'est intéressant de savoir quelles sont les institutions et les plateformes utilisées, dont il y avait certains services essentiels qui ont été offerts autour donc de l'utilisation sur l'orientation sur les utilisations de ces plateformes en ligne. Toutes ces choses se sont passées autour de la mi-2020, mais vers le dernier trimestre de l'année, le taux d'infection a beaucoup baissé. Alors, toutes les institutions ont pu ouvrir et je dois dire que le Ghana était capable d'organiser les examens pour les établissements secondaires, ce que nous appelons le baccalauréat. Ils ont pu écrire leur examen de baccalauréat malgré le fait qu'à cette période, lorsque les écoles ont réouvert, il y avait des moments difficiles où certains étudiants dans certaines écoles étaient infectés et il y avait beaucoup de parents qui disaient non, écoutez, il faut que les enfants rentrent. Alors, les mesures prises par les autorités ont permis à ce que même si les étudiants rentraient et travaillaient en ligne, ils étaient capables de continuer et faire leurs examens sans trop de difficultés. Les résultats de l'année dernière, finalement, étaient parmi les meilleurs qu'on a enregistrés récemment. Donc, ça vous montre que même sur fond de COVID, les étudiants ont bien travaillé.
Et là, c'était l'année dernière. Mais autour de février cette année, il y a eu une deuxième vague et on a eu ce problème jusqu'à juin cette année. Les, les chiffres ont encore augmenté et le Ghana est passé à la troisième vague de COVID-19 avec la variante Delta et d'autres. Voilà la situation de la COVID au Ghana. Ici, vous avez un tableau qui vous présente la proportion des cas actifs. Alors, si ici, vous avez donc mars l'année dernière où tous les cas, il n'y avait personne d'infecté, il n'y avait personne qui avait repris. C'est pourquoi vous avez 100%, mais au fil du temps, vous avez la courbe qui a baissé au fil du temps. Came to about 5%, and then we had a spike again in the active. Ensuite, on a eu avril, mai où il y a eu une baisse et autour de juillet, on a repris. Ici, vous avez donc une proportion des cas actifs. La prochaine diapo présente les cas qui ont été enregistrés au Ghana le 12 mars. Depuis le 12 mars 2020, alors le Ghana a plus de 100 000. Ensuite, nous avons eu 96 000 personnes qui ont guéri de la COVID. Malheureusement, il y a eu 819 décès. Voilà un peu. Nous sommes au 24 juillet. On a eu 3000 800 cas au Ghana. Maintenant, les effets des opérations et des activités l'année dernière, parce qu'il fallait rentrer et se confiner pendant 6 semaines. Je devrais dire que pendant cette période, en général, les gens n'étaient pas très préparés pour les demandes en ligne parce qu'on n'était pas encore bien organisé à ce niveau. Alors, parce que certains devaient travailler, faire du télétravail. C'était alors un gros problème où il y avait plein de demandes qui étaient en suspens à cause de la COVID. Et nous avons aussi eu une baisse importante du nombre de demandes après la fermeture de nos frontières. Les frontières ghanéennes ont été fermées. Au Ghana, l'une de nos sources principales pour l'évaluation des diplômes des pays francophones voisins tels que le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Togo. Il y a plein d'individus qui viennent de ces zones. Alors, lorsque les frontières ont été fermées, parce qu'à cette période, on n'avait pas une plateforme en ligne bien huilée pour nos demandes, on ne pouvait pas leur permettre donc de venir à Accra et faire leurs demandes physiquement. Alors, les demandes ont baissé de 60%. Il y a eu aussi plus de temps
il y a eu plus de délais pour la vérification. Il y a eu une baisse de demande de vérification de 40% parce que certaines institutions qui devaient répondre rapidement étaient elles-mêmes affectées par la COVID et ne pouvaient pas répondre à temps. Alors, certaines mesures qui ont été mises en place, qui nous ont aidés à changer la donne au niveau du Ghana. Nous avons mis sur pied un nouveau système d'évaluation des qualifications. On a parcouru ce processus d'apprentissage pour se familiariser avec le système. Mais une fois que ça a été lancé, les applications ont commencé à se faire un peu plus rapidement. Proving very, very useful for us in this COVID period. Since last year, we have really increased the number of applications. Alors, depuis l'année dernière, on a eu plus de demandes pour les reconnaissances et la vérification des certificats. Au Ghana, vous avez ce que nous appelons le système de sceau de Véronica. Chaque bureau a ce système à l'entrée. Donc, c'est un seau pour recevoir des documents. Voilà donc l'image d'un seau Véronica typique. C'est quelque chose de commun que nous avons beaucoup utilisé au Ghana, qui nous a beaucoup aidé, parce que c'était nécessaire que les gens puissent laver leurs mains avec de l'eau et ils devaient nettoyer leurs mains avec des serviettes à papier. C'est un système donc sur plusieurs formes. Donc, vous avez certains systèmes qui sont sophistiqués, où vous avez des systèmes mécanisés avec l'énergie solaire, ainsi de suite, pour certains. Mais ici, ce seau nous a beaucoup aidé comme mesure de contrôle pour la gestion de la COVID. Toutes nos excuses, l'écran de Maxwell n'évolue pas, mais on essaie de suivre ce qu'il dit. Merci. Pour la vérification des certificats, comme on l'a dit plus tôt, nous avons eu beaucoup de succès. Nous avons donc amélioré le taux de vérification. Dans certains cas, particulièrement dans le Royaume-Uni, les différents niveaux, certains certificats n'ont pas été délivrés. Alors, on a dû faire des accords avec eux pour qu'on puisse utiliser des attestations comme point d'entrée pour la certification, au lieu d'avoir le certificat en soi qui n'a pas encore été délivré à temps, peut-être à cause des effets de la COVID et les problèmes que ça a causé au niveau des organismes d'attribution de diplômes. Au rang des défis, la GTEC est en ce moment dans les tribunaux parce que ce n'est pas facile, ces questions de reconnaissance. Nous sommes en procès. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de quoi il s'agit. Pour qu'on ne m'accuse pas d'avoir impacté sur les procédures, sur le procès. Nous avons eu des retards dans le processus de vérification.
surtout dans les pays francophones. C'était difficile d'obtenir des réponses pour la vérification de la part de ces pays. Il y a eu des efforts qui ont été consentis, comme je l'ai dit, au travers des ambassades. Et ça nous aide à vraiment avancer. Mais en général, il y a des retards dans leur processus et nous continuons à avoir ce problème. Maintenant, pour le manque d'harmonisation dans les politiques de reconnaissance et les processus de reconnaissance. En général, sur le continent, je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons ce webinaire et les autres qui vont nous aider parce que nous avons expérimenté des situations dans lesquelles des institutions qui font des demandes de reconnaissance peuvent échouer au Ghana, mais les informations nous sont transmises pour dire que les mêmes institutions sont reconnues dans d'autres pays africains parce que les processus ne sont pas harmonisés. Alors, l'institution n'a pas la reconnaissance dans un pays, mais elle est reconnue ailleurs. Je crois qu'il faut qu'on gère cette situation le plus tôt que possible. Maintenant, par rapport au nombre de diplômes et de sophistication, chaque semaine, nous avons des faux certificats, des faux diplômes qui sont présentés. Certaines institutions vont peut-être demander la reconnaissance, mais lorsque vous vérifiez, vous constatez que ces institutions qui demandent l'accréditation ne sont pas des institutions crédibles. Donc, voilà un peu les difficultés auxquelles nous faisons face. En ce moment, le conseil d'administration est en train de traiter des applications en partageant des informations sur ce réseau. S'il y a des informations qui peuvent être offertes par des membres ou des participants, pour nous, ça ne nous dérange pas. Nous avons UNICAF, Euclid University, plusieurs campus, Texela, l'université américaine, et nous avons l'université Azteca. Alors voilà un peu certaines institutions avec lesquelles nous traitons pour le moment. Vous devez conclure, s'il vous plaît, Maxwell. Merci. D'accord. Bon, les perspectives d'avenir, nous allons continuer à suivre les protocoles et utiliser les expériences pour mieux nous apprêter aux crises à venir. Donc, comment facilement passer au travail en ligne. Donc, l'entreprise, du moins l'institution, cherche à numériser tous ces processus. Nous avons aussi la base de données des apprenants pour faciliter le processus de vérification. Et nous avons aussi des bases de données telles que NARIC et nous voulons avoir des certificats numériques. Convention, and then finally, we want to propose. Et enfin, nous voulons proposer que, avec des efforts fournis par AQVN pour l'établissement des institutions reconnues sur le continent, cela va beaucoup nous aider. Donc, pour terminer ma présentation, j'aimerais vous remercier pour votre attention. Merci. Thank you very much, Maxwell.
Merci beaucoup, Maxwell, pour une présentation qui nous a fourni beaucoup d'informations. Et je crois que nous avons tous suivi les différentes étapes que le Ghana a traversées et GTAG. Alors, juste pour voir comment ils vont continuer à faire les vérifications, c'était mieux, c'était une bonne réalisation du début, cette reconnaissance des qualifications en ligne, quand vous avez aussi vu que les voisins n'ont pas pu donner beaucoup de documents parce que vous avez commencé à faire l'évaluation en ligne. Alors, j'ai aussi aimé le panier de Victoria et donc c'était mieux. J'ai aussi j'ai beaucoup aimé aussi quand vous avez expliqué l'environnement en ligne où vous avez enregistré les meilleurs résultats dans votre système. Je pense qu'il faut penser à cela. Dernier commentaire, la question de l'harmonisation. Et vous avez vraiment, vous êtes allé tout droit au but quand vous avez dit qu'il y a des institutions qui reconnaissent et d'autres qui ne reconnaissent pas certaines qualifications. Donc ça, c'est un point sur lequel on doit discuter. Également, il y a un nombre d'institutions. Nous avons des cas, dans certains pays, on reconnaît les qualifications. Alors, comment gérer ce genre de problèmes? Alors, ça, ce sont des problèmes réels. Alors, le Ghana a fait le rapport et voilà les questions auxquelles nous faisons face. Donc, il y a des gens qui ont partagé dans la boîte à suggestions en bas et nous allons passer à la présentation suivante. C'est la présentation venant de l'Afrique du Sud, du service de qualification de l'Afrique du Sud. C'est Wellington Nadou qui va faire la présentation. Vous avez la parole, chers collègues. Alors, donc, vous allez partager votre... Et chers collègues, nous allons garder nos questions, les écrire dans la boîte à lettres. Maxwell, on voit encore votre écran. Et pour les collègues qui viennent de nous joindre pour la première fois, je n'ai pas mentionné mon nom. Je me rappelle Chiaba. Je suis la présidente de notre réseau. Et je suis content de voir Silas. Ça fait longtemps. Silas de l'Ouganda est parmi les personnes qui ont signé la déclaration pour que nous puissions travailler ensemble dans notre réseau. C'est pour moi une joie de vous voir, Myriam. Alors, Wellington et Hakim, vous avez la parole. Merci beaucoup, Myriam. Bonjour, bon après-midi, bonsoir aux autres et partout où vous vous trouvez. Et je m'aimerais vraiment vous remercier de nous avoir appelés à partager avec vous notre expérience. Et pour nous, c'est le fait que nous avons embrassé le changement comme notre collègue Kim l'a dit dans sa présentation. Nous avons aussi fait un apprentissage assez rapide
this presentation is that we are going to split it. So I'll Ce take qu'on va faire dans cette présentation est que nous allons partager la présentation. Je vais faire la première partie et Kim va faire la deuxième. Voilà la structure de notre présentation. Nous allons vous parler de SAQA et ce que nous cherchons à réaliser et quelques responsabilités. Après cela, nous allons voir pourquoi nous reconnaissons les qualifications étrangères et comment nous reconnaissons ces qualifications. Et nous allons après partager les leçons apprises. Je ne sais pas si tout le monde a fermé les micros. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que notre hôte peut éteindre les micros de ceux qui ne parlent pas? Alors, chers collègues, faisons tout pour éteindre nos micros. Merci, Madame la Présidente. Comme je l'ai dit, nous allons partager les défis auxquels nous avons fait face et également les leçons tirées ainsi que les perspectives d'avenir. Comme je l'ai dit, nous partageons 25 ans en tant que service sud-africain de certification. Ça a été vraiment un long parcours, comme vous pouvez le voir. Notre mandat, c'est d'élaborer et de mettre en œuvre le cadre national de certification. Nous l'avons fait et nous l'avons amélioré. Nous avons aussi également le mandat d'atteindre les objectifs selon la loi sur la certification. Et il y a des pays comme pendant l'apartheid, notre système d'éducation a été fragmenté. Il y a eu beaucoup de problèmes liés pas seulement à l'équité, la qualité, les questions, comment on peut ramener toutes ces choses ensemble. C'est ainsi qu'on a fait notre cadre de certification de l'Afrique du Sud. Donc, pour nous avons 3 cadres, l'éducation d'ordre général, l'autre pour éducation supérieure et l'autre l'éducation technique. Et vous pouvez avoir toutes ces informations sur notre site web. Ainsi dit, Madame la Présidente, je voulais également mettre en exergue le fait que notre travail ne concerne pas seulement le fait que nous sommes établis par la loi, mais également nous englobons d'autres domaines dont je vais vous partager dans les diapos suivantes. Alors, mes diapos ne bougent pas, Madame la Présidente, alors je vais faire tout pour le faire manuellement. Oui, ça marchait. Est-ce que vous pouvez confirmer si vous voyez mon écran? Oui, on le voit. Alors, voilà un peu notre mission mission en tant que pays. Nous avions avant un système d'éducation discriminatoire. Et ce qu'on devait faire, c'était de veiller à faire un CNC qui pouvait accommoder tous les apprenants. Comme je l'ai dit, Madame la Présidente, nous avons un nombre de responsabilités. Mais ce que j'ai fait dans ces diapos, c'est de se focaliser sur les dispositions de qualification étrangère. Et cette fonction, comme je l'ai dit, ce n'est pas venu seulement avec l'établissement du SAQA, mais l'Afrique du Sud l'a fait même avant l'établissement du SAQA. Et donc, cela se faisait au niveau du Conseil de l'éducation.
Alors, je vais vous donner la raison pour laquelle nous avons cette conversation. Dans notre cas, Madame la Présidente, pourquoi nous reconnaissons les qualifications dans beaucoup d'autres pays, comme dans notre pays? Nous voulons qu'il y ait la confiance, la qualité, la mobilité et aussi les questions d'immigration et autres études, inscription professionnelle et même pour des raisons de l'emploi. Comment est-ce qu'on le fait? Et c'est un peu similaire au système ghanéen. Merci Maxwell d'avoir mis cette graphe. Dans notre cas, nous avons 3 éléments. Quand nous voulons reconnaître les certifications, un, c'est la vérification, l'enregistrement, la comparaison. Mais avant cela, nous devons d'abord les examiner et puis nous les enregistrons sur notre plateforme. Et après cela, nous pouvons maintenant faire la vérification. Notre vérification, donc la première étape, nous devons tout faire pour home country. L'institution qui a accordé ce diplôme est reconnue dans le pays d'origine, dans le système officiel. Et après, nous voyons maintenant le diplôme, si le diplôme a été vraiment accordé à cette personne, s'ils l'ont eu d'une façon légale ou pas. En matière de vérification, nous faisons tout pour savoir si l'institution est reconnue, comme je l'ai dit, et aussi si cet apprenant a étudié dans cette institution. Alors, après cela, nous passons maintenant à la comparaison. C'est là où maintenant nous passons à la vérification de la qualification selon le cadre sud-africain. Dans notre cas, nous avons 10 niveaux qu'on appelle NQF. La liste est un peu complexe. Le niveau 10 et le niveau final. Alors, j'aimerais un peu m'arrêter ici pour vous donner le sens de l'impact de la pandémie. Pour nous avons eu un confinement total. Donc, ça a commencé le 26 mars, si je ne me trompe pas. Et on a commencé à avoir des qualifications reconnues jusqu'au mois d'avril, jusqu'au mois de juin. Donc, vous pouvez voir qu'à ces niveaux rouges, où nous avons eu un confinement total, vous pouvez voir, comme dans d'autres pays, donc le processus des papiers, cela a été difficile pour nous. Et on se posait la question, comment est-ce qu'on va continuer? Et Tim va vous parler de certains défis qu'on devait relever. Et voilà le nombre de qualifications ou certifications reconnues par mois. Et donc, jusqu'au mois de juin 2021, vous avez vu comment le nombre a diminué sensiblement. C'est à cause de certains règlements qu'on a introduits à ça, quoi. Et donc, vous voyez qu'au mois de juillet, les chiffres ont commencé à augmenter. Et on devait, et comme dans cette graphe, vous allez voir comment les qualifications reconnues par le domaine d'organisation du NQF. Donc, cela était fait pour qu'il y ait la clarté dans les qualifications. Comme vous pouvez le voir, on a accordé beaucoup plus dans le domaine de l'éducation, la formation et le développement, les affaires, commerce. Mais l'idée que vous voyez dans cette graphe, c'est la même que vous allez voir dans les années précédentes, jusqu'en 2018-2017. Ceci nous permet de voir le genre de qualifications qui sont reconnues, voir là où les compétences sont faibles.
Là, on enregistre dans notre système. S'agissant du nombre de qualifications en fonction du niveau NQF de 1 à 10, vous allez voir que la majorité de nos qualifications reconnues, c'était beaucoup plus au niveau de 7 à 10. Et ça, c'est une autre graphe qui est importante. Ici, nous essayons de voir les qualifications reconnues par pays. Où est-ce que nous recevons ces qualifications? Ben, ce sont les gens qui viennent visiter certains pays tels que la Chine. Nous avons déjà un accord mutuel de vérification pour certaines qualifications. Alors, Madame la Présidente, je vous ai donné ce que nous avons fait pendant la pandémie de la COVID, mais Kim va vous donner les défis auxquels nous faisons face dans le cadre de notre travail. Merci beaucoup à tous. S'agissant des défis, comme vous le savez, que la COVID a eu un grand impact et dans les familles, dans les organisations. L'un des grands défis, c'était embrasser le changement. Donc, la COVID-19 a eu un grand impact. On a même licencié 31 ou licencié 31 employés. Donc, la qualification a été un grand problème. Donc, le stress de ne pas avoir assez de personnel pour travailler et parce qu'on a eu seulement très peu de gens, il fallait que nous puissions tout faire pour nous accommoder. Voilà un peu un des défis. Là, justement, pendant le grand confinement, le confinement total, il fallait s'adapter à ce genre de travail à partir de la maison. Et on a fait des ajustements pour que tout le monde puisse travailler pour satisfaire les clients et donc être en relation. Nous travaillons en relation dans notre travail et ça a été un grand défi pour le réaliser. Et aussi travailler avec les parties tierces et aussi les institutions. Cela a été difficile. Vérifier, la vérification a été aussi un grand défi. Il y a eu un retard pour recevoir les réponses. Par exemple, le Congo-Brazza, qui a été difficile à atteindre. Un autre défi, c'était la numéralisation. Nous devrions changer notre façon de travailler. On a quitté le système de travail avec les fardes pour travailler sous forme numérique. Il fallait s'aligner au format numérique. C'était vraiment un grand jalon. Parce qu'il fallait que nous puissions réfléchir davantage sur le processus. S'agissant de la restructuration et de l'assainissement du personnel, cela a influencé notre nouvelle façon de travailler. Surtout les 3 derniers mois, avec la restructuration en place, il y a eu beaucoup d'anxiété dans les familles. Les gens devaient s'adapter à la nouvelle façon de travailler. Ou également sous le stress de la pandémie. Malgré la pandémie, donc il y a d'autres personnes qui devaient entrer en quarantaine, des personnes qui tombaient malades. Et cela a fait que
nous avons travaillé, nous avions beaucoup de dossiers non travaillés. Et la réception des applications et le bureau est encore fermé au public. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'appels téléphoniques, plein d'emails. Cela a amené beaucoup de frustration auprès des clients. Les leçons tirées ou apprises. 1. Une communication. L'importance de la numérisation. Le problème de relation avec les clients. Donc, il y a eu un changement en Inde, par exemple. Donc, on a demandé, là où il fallait faire les vérifications, des dossiers envoyés par poste. Donc, et deuxième leçon, numéralisation. La numéralisation du secteur d'éducation pour vérifier les qualifications des étudiants. Donc, il y a eu quelques changements effectués à l'Université de Lagos du Nigeria. Il fallait vérifier en ligne, le Zimbabwe. Aussi, il fallait faire la vérification en ligne pour les documents venant de l'Ouganda dans leur site web. Donc, la numéralisation a éliminé le travail manuel et il fallait que les institutions que les institutions académiques puissent créer des bases de données. Les relations. Donc, beaucoup de nos parties prenantes avaient des relations, mais il fallait communiquer maintenant d'une façon virtuelle, avoir des ateliers virtuels. Ce serait mieux de travailler avec des pays voisins de la sorte à cause de ce défi. Notre solution, c'est l'automation, automation, automation. C'est ça notre outil. Donc, les temps et les conditions changent si rapidement que nous devons garder notre objectif constamment concentré sur l'avenir. Donc, il fallait télécharger les documents et ça nous a aidé à améliorer, à économiser le temps. Nous voulons incorporer un autre système en utilisant les plateformes de WhatsApp et des SMS. Donc, dans les 3 derniers mois, nous avions besoin du temps et c'est ce que nous avons eu. Merci beaucoup à tous. Pour plus d'informations, vous êtes libre de nous contacter par email, par courriel et même d'autres plateformes des réseaux sociaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Kim et Wellington. C'était une présentation excellente, avec beaucoup d'informations, juste pour remercier Sakwa pour ses 25 ans de travail. C'est vraiment un grand accomplissement. Nous sommes vraiment dans la joie. Nous avons beaucoup appris. C'est important de savoir que malgré la COVID, vous êtes allé au-delà de la situation. Et c'est que Wellington a partagé les situations malheureuses comme la plupart d'entre nous avons connu, mais ce qui est mieux,
c'est de voir, c'est la trajectoire. Et il y a eu beaucoup d'innovations que vous avez introduites et le thème de l'automation, je pense que c'est ça la voie à suivre. Et, restructuration, communication avec les clients. Et cela vous a rendu beaucoup plus efficace. Les leçons sur la communication sont très importantes. Maintenant, nous communiquons les uns les autres d'une façon virtuelle et la numéralisation elle est très importante. Et bien sûr, la question de vérification, c'est un problème de confiance. Je dois vous faire confiance pour que je sache que l'information que j'ai, elle est la meilleure. Merci beaucoup à tous. Pour l'instant, nous examinons l'Afrique, comment les choses se passent en Afrique. Et je pense que maintenant, nous pouvons aller un peu au-delà pour voir la Commission européenne, pour voir comment est-ce que l'Union européenne a bondé le problème de la reconnaissance mutuelle automatique. Celui qui va nous faire l'exposé, c'est Yuri. Je ne veux pas prononcer l'autre nom, sinon je risque de commettre une erreur. Alors, tout ce que nous faisons en Afrique n'est pas tellement étranger à ce monde. Alors maintenant, Yuri va nous dire de ce qui se passe actuellement sur l'espace européen. Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup à tous ceux qui nous joignent aujourd'hui. Et j'espère que je vais vous donner des informations importantes sur ce que nous faisons en Europe. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur l'Union européenne, sur la reconnaissance mutuelle automatique des qualifications dans le domaine de l'éducation secondaire supérieure. Donc, entre les 27 États membres et avec la date butoir de 2025. Donc, je vais parler de la reconnaissance de la mutuelle automatique des qualifications dans le domaine de l'éducation. Alors, le système européen est un peu... Les pays utilisent un peu des systèmes séparés de qualification avec les acquis d'une période d'apprentissage effectuée à l'étranger. Alors, un autre problème important, c'est la validation de ce qui est de l'apprentissage formel et informel. Je vais commencer par le partage de mon écran. J'espère que vous pouvez voir mon exposé. Oui. Alors, nous passons à la première diapo. Pour rappeler ce que j'ai dit, il y a 27 États membres dans l'Union européenne. Il y a une volonté politique pour passer à la reconnaissance mutuelle automatique. Et cette reconnaissance a pris une forme où cela a été formalisé dans le contexte de recommandation du Conseil de recommandation. Cela a été adopté en 2018 par le Conseil des ministres des États membres. Et cette recommandation a marqué une ambition différente pour l'enseignement supérieur ainsi que pour la formation secondaire de deuxième cycle. Pour la recommandation, il s'agit de mettre en place
la reconnaissance mutuelle d'ici 2025 pour les qualifications ainsi que pour les acquis d'une période d'apprentissage effectuée à l'étranger. L'ambition est un peu plus avancée pour la formation du deuxième cycle secondaire, où la formation est un peu moins développée dans notre reconnaissance mutuelle entre les États membres de l'Union européenne. Ici, l'ambition est de faire un progrès notable en vue de la reconnaissance mutuelle automatique d'ici 2025. Pour éviter la confusion, il est important de savoir c'est quoi cette recommandation de cette reconnaissance mutuelle automatique d'une qualification. L'aspect de base, c'est la reconnaissance mutuelle automatique, et quand un État membre fait une reconnaissance, donc s'il y a une rubrique au niveau de la qualification, au niveau secondaire, est-ce que cela peut être similaire dans un autre État membre? Voilà pourquoi il fallait que nous puissions passer à une procédure de reconnaissance distante. Cependant, je vais ajouter que cela ne porte pas atteinte au droit d'un établissement d'enseignement supérieur. C'est leur droit de vérifier si un diplôme est authentique, et aussi les autorités compétentes peuvent toujours fixer des critères d'évaluation et d'administration spécifiques pour un programme donné. Par exemple, les points obtenus par un étudiant qui fait la demande pour les études de master. Par exemple, faire un travail de fin d'études. Donc, ça peut être un critère spécifique. Mais cette reconnaissance, le problème, c'est la validité de cet État membre, la validité de ce diplôme dans un autre État membre. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance mutuelle automatique d'une qualification. Une question aussi similaire. Qu'est-ce qu'on entend par reconnaissance mutuelle automatique des acquis d'une période d'apprentissage à l'étranger? Donc, selon les recommandations de l'Union européenne. Et il y a une différence entre l'enseignement supérieur ainsi que l'enseignement secondaire de deuxième cycle. Donc, au niveau de l'enseignement supérieur, quand on a étudié à l'étranger, on reconnaît, on doit faire un accord entre deux universités ou deux institutions d'études supérieures. Donc, cela doit se retrouver dans le bulletin ou le relevé de cote d'un étudiant. Au niveau de l'enseignement secondaire de deuxième cycle, le droit de faire reconnaître dans le pays d'origine les acquis d'apprentissage d'une période d'apprentissage effectuée à l'étranger dans un État membre, à condition que les acquis d'apprentissage soient généralement conformes à ceux définis dans les programmes nationaux du pays d'origine. Ça peut être qu'au niveau secondaire du deuxième cycle, qu'il y ait des exigences entre deux écoles secondaires. Et maintenant, là, l'école d'origine doit vérifier ces exigences.
Mais encore, l'idée de base est que la validité de ces résultats, de cette période d'apprentissage à l'étranger ne soit plus mise en question. Eh bien, maintenant, nous savons de quoi nous parlons. Maintenant, quels sont les principaux facteurs derrière le mouvement vers cette reconnaissance? Si nous voyons, nous considérons les traités de l'Union européenne, l'idée de travailler ensemble entre États de l'Union européenne concernant la reconnaissance mutuelle, cela est dans les traités depuis 1993. C'est maintenant que nous avons cette éducation, cet espace européen de l'éducation pour 2025. Alors, laissez-moi d'abord vous expliquer pourquoi est-ce que nous voulons avancer vers cette reconnaissance automatique. C'est une vision ambitieuse d'atteindre un espace européen de l'éducation européenne d'ici 2025. Cela a été, cette idée ou cette vision a été établie par la Commission européenne au mois de novembre 2017 quand ils ont fait cet organe administratif qui avait comme tâche d'initier une nouvelle vision, une nouvelle ambition pour l'intégration européenne. Alors, la Commission, en novembre 2017, ils ont fait une vision de 2025. Donc, où ils ont dit une Europe dans laquelle aucune frontière n'empêcherait quiconque d'apprendre, d'étudier et de faire de la recherche. Un continent sur lequel passer du temps dans un autre État membre pour étudier, pour apprendre ou pour parler serait devenu habituel. Et donc, y compris en supprimant les obstacles à la reconnaissance des qualifications au niveau tant des écoles que de l'enseignement supérieur. Et cette idée a été acceptée ou incorporée dans la déclaration du gouvernement de l'espace de l'Union européenne. Comme je l'ai dit, cette recommandation a accepté la reconnaissance mutuelle, donc des études secondaires faites à l'étranger. La Commission européenne, dans cette période de 2017, a fait des consultations publiques. Et il y a eu des milliers de réactions de la part des parties prenantes qui ont dit qu'en ce moment, donc c'était en 2017, qu'il y avait des procédures de reconnaissance entre les États membres. Ça prenait du temps. Deux fois, c'était trop cher d'État membre à État membre et aussi très compliqué selon les pratiques des institutions. Et aussi, la conclusion était que, dans cette consultation, et que pour les études secondaires, que dans certains pays, il y avait certaines études secondaires n'étaient pas vraiment développées. Voilà un peu les facteurs derrière cette reconnaissance. Et deuxièmement, c'était pour passer à la reconnaissance, c'est l'adoption du nouveau programme Erasmus 2021 à 2027. Ce programme, c'est un programme de l'Union européenne financier où le budget
le budget de la législation d'Erasmus, ça accorde un appui financier pour le partenariat de l'éducation transnationale, donc entre les institutions à vocation et aussi pour les projets de réforme. Le budget de ce programme Erasmus, donc de 2021 à 2027, a été doublé par rapport à la période 2014-2020. Et grâce au fait que, grâce à ce montant, on pouvait aider 10 millions de personnes dans la transaction interpays pendant cette période. Heureusement, bien sûr, avec la pandémie de la COVID, nous espérons que ça ne va pas continuer à traîner pour déranger les objectifs et les ambitions de ce programme. Et parce que ça va aussi déranger également la mobilité des apprenants, pour que les apprenants puissent étudier comme le faisons ici, d'une façon virtuelle. Alors, ces ambitions pour passer les gens à ce côté transactionnel, on a constaté que 20% des apprenants mobiles sont confrontés à des problèmes de reconnaissance des périodes d'études à l'étranger dans le contexte d'Erasmus. Donc, 20 personnes ont fait face à ces problèmes. Donc, l'apprentissage mobile doit être accéléré. Maintenant, quels sont les moyens d'intervention politique dans ce domaine d'éducation? Alors, en bref, difficile d'harmonisation ou des législations et réglementations des États membres. Voilà pourquoi il y a eu les recommandations du Conseil aux États membres. Il y a également d'autres éléments que je vais expliquer dans quelques instants. Pour utiliser ces outils d'intervention, donc, nous avons un nombre d'outils existants qui vont au-delà de ces 27 États membres, des outils élaborés par l'UNESCO et même au-delà de l'Union européenne. Voyons rapidement ces outils. Ce sont des outils existants qui aident l'Union européenne pour atteindre leur ambition. Le premier outil, c'est la Convention de reconnaissance de Lisbonne, qui existe depuis 1997. Il y a 54 membres. La Convention dit que les États signataires devraient reconnaître la qualification de l'étude supérieure de la période des études à l'étranger et l'accès aux études supérieures. Donc, une autre est que ils doivent reconnaître, à moins qu'il y ait une différence substantielle dans la qualification ou la période d'études où on a octroyé cette qualification. Donc, ils ont établi des objectifs clairs
Mais en matière de la mise en œuvre pratique, c'était un peu faible. Donc, très peu, il y a eu une différence substantielle entre les qualifications, les études faites à l'étranger ou la partie elle-même. But a bit of a weak implementation. Then we have another broader framework. Ensuite, nous avons un autre cadre avec 49 pays qui est le processus de Bologne qui conduit à la zone de l'éducation européenne supérieure, ce qui ne doit pas être confus avec le cadre de la zone de l'Union européenne où vous avez juste les 27 États membres. Alors, vous avez 49 États qui sont impliqués dans ce groupe plus élargi au niveau du cadre de l'Union européenne et ces États membres. Vous avez un autre type d'ambition. Donc, ce n'est pas juste au niveau de l'éducation supérieure. Alors, dans le cadre du processus de Bologne, l'objectif de reconnaissance automatique mutuelle est une priorité politique. Et il y a plusieurs instruments tels que le système de crédit et de transfert au niveau européen, mais cela n'a pas été très utile pour organiser le transfert de crédit au niveau de l'éducation supérieure entre les États membres de l'Union européenne. J'aimerais juste attirer votre attention sur un élément. Donc, le registre de la qualité au niveau de l'Europe, qui est un registre de l'assurance de qualité des agences, qui utilise les normes et les directives pour la certification dans la zone européenne de l'éducation supérieure. Alors, lorsque vous avez ce registre, vous pouvez immédiatement voir quelles sont les agences d'assurance de qualité qui appliquent réellement les normes et les directives pour l'assurance de qualité au niveau de domaine de l'éducation supérieure. Vous avez aussi la base de données des résultats qui comporte donc un aperçu de 60 000 rapports d'accréditation de plusieurs milliers d'institutions d'éducation supérieure. C'est vraiment intéressant. Bien sûr, l'assurance de qualité est importante pour la reconnaissance. Alors, nous avons ces cadres généraux. Vous avez certains mérites forts, surtout au niveau de l'Union européenne. Ils ne veulent pas dupliquer le travail, mais aller au-delà et plus rapidement et faire aussi certaines activités qui seront comme une inspiration pour ces cadres qui sont plus élargis. Et des outils existants qui soutiennent la reconnaissance dans le cadre de l'Union européenne. Vous savez très bien le QF, vous avez 8 niveaux de certification pour améliorer donc la portabilité et la qualité des diplômes. Nous avons aussi
les évaluations qui sont faites en ligne pour permettre aux institutions d'offrir donc les autres diplômes. Bien sûr, nous avons aussi nos collègues Maxwell qui en a parlé de centres de reconnaissance académique au niveau de chaque État membre de l'Union européenne. Ces centres d'information nationaux sont des centres de conseil et de reconnaissance au niveau de l'éducation supérieure. Ils jouent un rôle très important pour aider les autorités nationales à avancer. Et ils aident les institutions de l'éducation supérieure dans la pratique et entre elles aussi, pratique de réglementation. Ils partagent des meilleures pratiques et ils ont aussi des outils conjoints qui sont élaborés. Par exemple, vous avez le Fraud Scan, la base de données qui fait la collecte des échantillons de certificats qui sont confirmés comme faux. Et en ce moment, vous avez près de, entre 2020 et 2022, il y a plusieurs de ces centres d'information, de reconnaissance des certifications qui travaillent ensemble pour plus développer la base de données de Fraud Scan. Donc, c'est un projet de Fraud S+, qui est financé par Erasmus+. Et nous pouvons aussi axer notre travail de reconnaissance automatique sur plusieurs accords de reconnaissance mutuelle entre les plus petits groupes de pays au sein de l'Union européenne. Et je pense en particulier à la Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, qui ont, en 2015 et 2018, ont signé des accords pour automatiquement reconnaître les diplômes les uns des autres, surtout au niveau de l'éducation supérieure. Et les trois pays ont, vous avez la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie qui ont fait la reconnaissance automatique de leurs diplômes. En 2019, c'est les pays de Benelux et Baltique ont développé une compréhension où ils disent qu'ils vont travailler entre eux, les 6, pour une reconnaissance automatique et mutuelle de leurs diplômes. Alors, vous avez la Suède, le Danemark, la Norvège et la Finlande qui se sont aussi accordés au niveau de l'Union européenne, nous pouvons, entre les 27 membres, apprendre des pratiques des autres pays qui sont des plus petits groupes de pays sur ce qui a déjà été fait sur les années récentes. Maintenant, pour passer à la fin de la présentation, quelles sont alors les nouvelles initiatives de l'UE en faveur de la reconnaissance automatique des diplômes? Le premier élément que j'aimerais mentionner, c'est, vous savez que nous avons ce nouveau programme Erasmus qui sera présenté cette année 2021 jusqu'à 2027. Et les institutions qui ont participé au programme Erasmus
Ils doivent s'engager à des normes qu'ils vont respecter. Vous avez aussi l'engagement des institutions de l'éducation supérieure pour assurer une reconnaissance automatique or training abroad. So this is an important step forward because Alors, c'est une étape très importante parce que la plus grande majorité active within the European Union do participate in Erasmus and so want to obtain des institutions veulent participer et obtenir donc cette charte. Ils doivent donc s'abonner et assurer qu'ils participent à la reconnaissance automatique. J'aimerais aussi mentionner 3 initiatives qui sont directement liées à l'éducation et à l'ambition de l'éducation européenne. L'Union européenne encourage les universités à faire des alliances d'universités fortes. Surtout, vous avez l'Alliance des universités européennes qui est formée au niveau transnational. Vous avez ce campus transnational où vous avez des étudiants qui peuvent donc circuler sans problème d'une partie d'un partenaire vers l'autre au sein de l'Alliance. Et automatiquement, leur diplôme ou leur apprentissage est reconnu directement dans l'institution qui les accueille. Les universités européennes jouent donc ce rôle de modèle pour les autres universités et des institutions d'apprentissage supérieur au niveau de l'Union européenne. Voilà, pour le moment, vous avez 41 universités européennes qui sont dans l'Alliance et vous avez 5% donc des institutions supérieures, d'éducation supérieure, d'enseignement supérieur au niveau de l'Europe. Dans cette alliance, j'aimerais juste vous dire qu'on a déjà dépassé le temps de 13 minutes. Oui, oui, écoutez, je vais aller vite. Permettez-moi de sauter ces 2 points qui sont plus techniques. Par rapport à l'enseignement secondaire, nous sommes un peu en retard par rapport à l'éducation supérieure. Bon, le Parlement européen a créé ce que nous appelons des mesures pour l'éducation secondaire, où vous avez un réseau d'experts qui sera établi et qui va prêter un cadre, un projet de cadre européen pour soutenir l'éducation, la reconnaissance de l'éducation supérieure. Alors, il y a beaucoup de travail qui reste à faire à ce niveau. Alors, pour les dernières remarques, qu'est-ce qui peut être fait d'ici l'année 2022? Il y aura un rapport de la Commission européenne sur les projets, les progrès enregistrés et ce qui doit être fait pour accélérer les choses d'ici 2025. Bien sûr, il y a du travail qui reste à faire et pour le moment, nous avons 9 États membres Neuf des 27 sont plus ou moins là. Nous avons besoin de tous, autour de 25. Il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est un parcours qui reste intéressant
à entreprendre. En écoutant les deux présentations avant nous, les défis sont similaires à ceux que nous rencontrons en Europe et c'est similaire à ce que vous rencontrez en Afrique. Voilà, merci de me permettre d'avoir fait cette présentation. Merci, c'était très intéressant. Je pense que beaucoup d'innovations qui se passent se font en Europe. Et votre présentation autour de la reconnaissance automatique automatic recognition, but there's a lot of work that Vous has to avez la reconnaissance automatique et beaucoup de travail doit se faire. Plusieurs pays sur 27 doivent faire ce travail. Lorsqu'on parle de l'harmonisation, comme vous avez dit, il y a deux choses qui ressortent. Le soutien pour vous assurer que vous ayez cette reconnaissance automatique, le gouvernement impliqué dans chaque pays pour réaliser cela. Et vous avez aussi le soutien financier. Vous avez le projet Erasmus et cela aide beaucoup. Voilà un peu les choses que nous, en Afrique, on essaie de voir pour nous rassurer que nous avons cet engagement de gouvernement. On parle souvent de la Convention de Lisbonne, et les outils qui existent. Quelqu'un demande, mais où est le projet ACA dans tout ça? Il y a plusieurs outils qui existent, mais comment les utiliser à notre avantage? Oui, merci Yuri d'avoir partagé avec nous. Maintenant, je vais permettre aux membres de peut-être réagir et poser peut-être des questions pendant les 5 prochaines minutes. Mais je pense que voilà un peu ce qu'on voulait avoir. Et peut-être il faut tenir compte du temps, mais il y a beaucoup d'informations qu'on a dans cette réunion. Rassurez-vous que nos coordonnées sont partagées avec vous. Alors, y a-t-il des observations? Je sais qu'il y a des questions qui ont été posées au niveau de la fenêtre des commentaires. Y a-t-il des commentaires? Donc, la question de la reconnaissance automatique, les présentations, les leçons apprises. Je ne vois pas de main. Oui, oui, je suis là, mais ma main n'est pas encore là. Oui, allez-y. Violet, allez-y. Merci. Vraiment, c'est une très bonne question. À quel niveau se situe le projet ACA? Au niveau du consortium, donc l'association des universités africaines représente l'Afrique sous le projet. Et ce que nous avons fait, c'est avoir des directives africaines pour l'assurance de la qualité. Depuis 2020, c'est prêt et nous les diffusons au travers de différents moyens possibles et différents canaux. Et ce serait bien si vous pouvez le partager avec Myriam pour continuer à disséminer donc ces informations. Nous avons aussi ce que nous appelons le mécanisme de préparation de l'Afrique. C'est une amélioration, un outil d'amélioration institutionnelle pour vérifier quelles sont vos forces et les domaines où vous devez vous améliorer. Vous pouvez le faire de votre part. Cela peut être fait aussi où tout le monde peut s'impliquer pour utiliser ces outils et ces documents pour l'harmonisation parce que les gens commencent à adapter. Il y a beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là. D'accord, merci. For the benefits of everyone and to see if countries can adopt and start using that. I think we've developed quite a lot of standards and guidelines. Je crois que nous avons élaboré beaucoup de
standard, chers collègues, je suis dans la joie de... Je vois que le nombre commence à diminuer. Thanking you all. I think J'aimerais terminer en vous disant merci. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'informations. Et pour vous dire que nous avons atteint le nombre de 77 personnes et nous avons attiré beaucoup d'institutions. C'est pour nous une opportunité de nous connecter en matière de la reconnaissance de qualification pour que nous puissions faire progresser notre domaine. La dernière question, est-ce que Colin, est-ce que vous pouvez poser votre question? J'ai des difficultés pour lire la question. Est-ce que au niveau de l'Union africaine, est-ce que on a adopté les SQM? Donc, il y a un processus politique, le processus des individus engagés. Après avoir effectué ce processus à ce niveau, le programme est important pour l'Union africaine. Le processus est problématique, mais j'ai constaté que même sans la ratification au niveau des institutions, il faut qu'il y ait aussi des agences de l'assurance qualité. Les gens peuvent commencer à les adopter. Vous allez voir que ça fait partie des petites choses qu'on a empruntées d'autres continents pour nous aider. Et même sans la ratification, ça peut marcher. Oui, c'est vrai. Vraiment, j'aimerais vous remercier, mesdames et messieurs, pour votre présence à ce webinaire. Comme je l'ai dit avant, nous avons 7 webinaires chaque mois. Nous aurons, je vais voir la date le 24 août, nous aurons le Botswana, le Kenya et la Suisse qui vont partager avec nous. Donc, si votre institution aimerait participer à ce webinaire en faisant une présentation ou partager ce que vous faites chez vous, eh bien, contactez-nous, contactez notre bureau. Nous avons partagé dans le courriel qui circule, il y a mon adresse email. On va continuer à être disponible, à être soit en contact avec Navin ou Eduarda ou Erika, l'un de nous. Et nous allons vous trouver de l'espace afin que vous puissiez partager. Sinon, comme une réunion d'inauguration de notre réseau AQN, et nous voulons vous remercier. Et pour que nous puissions garder un souvenir de notre premier webinaire, allumez votre caméra pour que vous puissiez, on puisse voir votre image afin que nous puissions prendre la photo souvenir. Donc, sentez-vous libre que nous puissions garder contact les uns les autres. Si nous pouvons, donc, allumer nos vidéos pour qu'on puisse voir votre visage afin que nous puissions prendre la photo de tous ceux qui ont participé. Et j'aimerais remercier également Kim, Yuri, Maxwell, pour vos présentations à cette réunion de l'inauguration. Merci beaucoup. Une photo d'écran. Okay, there's a comment that it is better to Il y a un start commentaire que c'est mieux de commencer au niveau régional. Oui, Kames may present for us, but Kames peut présenter pour nous dans l'avenir. Professeur Zachary
voir comment on peut se rencontrer. Eduarda, over to you. Eduarda, vous avez la parole. Y a-t-il un dernier commentaire? Merci. Ceci a été un webinaire très actif avec beaucoup d'informations partagées ainsi que des idées très intéressantes. About also working bottom up. Certainly true. Thank you very much. And we meet then again on the 24th of August. Thank you. Nous vous remercions beaucoup. Nous nous retrouvons au mois d'août le 24. Everyone gotten the screenshot? I'm very bad Est-ce que with my tout le eyes. monde est là? I have. Okay, Ok, j'ai pris la photo. colleagues, have a good Merci beaucoup, chers collègues.